Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Petite vidéo avec un ami, quelqu'un qui nous connaît, quelqu'un qui vient nous voir de temps en temps. C'est avec Pierre Gerbeau, journaliste pour Lucas Opposé. Pierre, déjà, merci beaucoup d'être avec nous. Je sais qu'il est très tôt chez toi. Ouais, ouais, c'est les temps. Ouais, non, très tôt, faut pas abuser. Il est 9h30, Il est ça va. 9h30, ça va, il est 9h30. Donc, t'as droit au petit café, tranquillou, tout va bien, voilà. Petite vidéo qu'on fait spécialement sur monsieur Derek Cornelius qui, au moment où on parle, alors on tourne la vidéo à 16h36, heure française, hein, je parle. Je sais qu'il doit atterrir à Marseille aux alentours de 17h30. Donc voilà, la vidéo devrait sortir à peu près au moment où il va atterrir du côté de Marseille. Donc on fait une vidéo spécialement sur lui. On va essayer un petit peu de parler de lui, de son parcours, et puis surtout pourquoi je t'ai fait venir Pierre, parce que, alors si vous ne le savez pas, Pierre il travaille pour Lucarne Opposé, qui est un média spécialisé notamment sur le football sud-américain, et je voulais qu'on fasse un zoom sur la Copa América qu'a fait Cornelius avec le Canada qui a fini en petite finale, si je dis pas de bêtises, il me semble bien, c'est Ouais, ça? ils finissent quatrième. Quatrième, Quatrième. voilà. Donc il a fait quoi, 6 matchs? C'est Ouais. ça. Donc c'est alors c'est pas une saison complète évidemment, mais c'est déjà un bon aperçu du joueur que tu connais, que tu avais déjà vu, je crois un peu aussi auparavant. Donc voilà, tu pourras bien nous en parler. Donc voilà, en tout cas par rapport à l'info au niveau de Cornelius, bon, ça fait maintenant quelques jours qu'elle est sortie. C'est RMC qui l'a sortie en exclu, en nous indiquant donc Cornelius devait signer l'Olympique de Marseille. Là, je vous mets à l'écran le tweet de Fabrizio Romano qui, en gros, nous explique que le deal va se faire, il est fait, hein, et on est sur un deal entre 4 et 5 millions d'euros. Hein, voilà, selon les sources, les chiffres sont différents, mais en tout cas, on est dans ces alentours. Déjà, Pierre, ta réaction quand tu as vu que l'Olympique de Marseille s'intéressait et était prêt à signer Cornelius, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah écoute, deux choses. La première, ça m'a un peu surpris parce que c'est pas un titulaire. Il vient pas pour être titulaire, hein. Donc, euh, donc voilà, j'aurais préféré qu'on avance et que ce soit officiel, au lieu que ce soit Cornelius qui atterrisse à Marseille d'ici une petite heure. J'aurais préféré que ce soit Un numéro un 9. gardien, Ouais. voilà, un gardien numéro 9, un joueur couloir gauche. Mais voilà, après, pour le coup, quand on se pose par rapport au tarif et par rapport à la présentation du joueur qu'on va en faire dans quelques instants, c'est plutôt bien pour une bonne doublure en fait. Voilà, je me dis, ok, tranquille. Il y a deux postes, enfin, il y a deux postes qui sont bien couverts et qui sont importants dans le schéma de jeu de Zerbi. Donc voilà, c'est plutôt quand même une bonne nouvelle. Est-ce que le timing, t'as pas un petit peu quand même interrogé? Moi, j'en ai parlé hier justement dans notre live. Parce que je disais, on a déjà encore Gigot et Mbemba qu'on n'a toujours pas vendu. Et malgré tout, on avance sur Cornelius. On a déjà 4 défenseurs, hein, parce que donc on a Balerdi, Brassier, Bamo Meïté et donc Cornelius. On en a potentiellement 6 si on n'arrive pas à se débarrasser de Gigot et Mbemba. Est-ce que le timing t'interroge un peu? Parce que moi, de ce que quand j'interprète un petit peu le transfert, je me dis vraiment, l'OM s'est dit oui, vite, il faut vite qu'on aille sur lui. C'est vraiment une énorme opportunité. Je ne sais pas comment toi tu l'as senti, mais pour moi, c'est un petit peu comme ça que je le prends. Ouais, je sais pas s'il y avait beaucoup d'autres clubs intéressés, en tout cas aussi avancés sur lui. Voilà, après, tu as parlé de Mbemba et Gigot. Je pense que c'est aussi un signal pour eux en leur disant, bah, messieurs, la sortie, voilà, elle est par là. Et alors peut-être pas un coup de pression, parce que le mot coup de pression me semble un petit peu trop fort, mais en tout cas, c'est un message où on leur envoie, bah, voilà, trouvez-vous une porte de sortie parce que sinon, vous n'allez pas beaucoup jouer cette saison. Je mets à l'écran là en fait un petit peu son parcours parce qu'il a un parcours quand même assez atypique, notre ami Cornelius, Ouais, comme beaucoup de Euh, Canadiens, hein, comme et comme beaucoup de beaucoup. Canadiens. Donc il a commencé dans un petit club canadien, et ensuite il est très rapidement parti en Allemagne. Alors en Allemagne où il est allé dans des basses divisions, notamment en quatrième et cinquième division. Il est ensuite allé en D1 serbe, et ensuite il est revenu en 2019 en MLS où il s'est engagé pour l'équipe des Whitecaps de Vancouver. Voilà. Il a été prêté saison 2021-2022 en Grèce, dans un club
dont je viens d'apprendre l'existence. Voilà. Et puis après, 2023, il s'engage à Malmö. Donc on parle quand même d'un gars qui quand même a beaucoup voyagé. Si je te dis que dans le coup, enfin dans le profil, alors je pas le profil technique, hein, mais dans la carrière, moi ça me fait penser un peu à un gars à la Murillo. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ouais, pas vraiment parce que, enfin, je vais te dire pourquoi. T'as cité son parcours là, il a pas mal bourlingué et tu vois, tu le retrouves aussi avec la sélection. Tu Ouais. vois, il a une vingtaine de sélections, je crois entre 20 et 30. J'ai pas le nombre exact, mais voilà. Et sa première sélection, elle date de 2018. Voilà. Donc il a fait pas mal d'allers-retours, hein. Il n'était pas dans le groupe, par exemple, pour la Gold Cup l'année dernière. Il a 26 Euh, sélections. voilà, 26. Et effectivement, première Et sélection, 9 septembre 2018. Tout à fait. ouais, il a fait la Ligue des Nations parce que tu sais, tu te rappelles Oui, la bien sûr. fameuse Ligue des Bien Nations sûr, bien sûr. européenne. Voilà, bah, il y a aussi la même chose sur la CONCACAF, hein, la Confédération du Canada. Et il a été appelé, hein, donc il y a 2018, ça commence à faire Ça fait. 8 ans, hein. C'est ça. Donc voilà, il était jeune, hein, il était à peine majeur à cette époque-là et il avait été appelé pour faire des matchs de la Ligue des Nations de la CONCACAF. Donc il arrivait en fait très tôt en sélection et il a fait entrée, sortie, etc. C'est pour ça qu'il a un parcours quand même assez atypique en club, mais assez atypique aussi en sélection. Alors que Murillo, tu vois, Murillo, il s'est installé et Murillo, il a progressé en fait. Tu vois, Oui. il est arrivé en sélection, pareil, Murillo, il est si je dis pas de bêtises, il est dans le groupe du Panama. Il joue pas, hein, mais il est dans le groupe du Panama pour la Coupe du Monde 2018. Et voilà, il a pu bouger de la sélection. Il a fait son petit modem de chemin en club. Et D'accord. voilà, après, il était en Anderlecht. Tu regardes l'époque où Murillo est en Anderlecht, c'est pas le meilleur Anderlecht de C'est pas l'histoire. le meilleur, ouais. Voilà, et ce qui me fait dire que quand moi, Murillo, l'année dernière, signe, moi, pour ce que je vois de Murillo en club, en sélection, pardon, tu vois, moi, ce que je vois de Murillo en sélection, je me fais, derrière Jonathan Klaus, ça, c'est parfait, c'est Ouais, nickel. d'accord. Toi, tu faisais partie des Donc gens voilà. qui tu te disais, ouais, Murillo, c'était vraiment le bon coup. Ouais. Ouais, ouais, j'en avais parlé au Football Club de Marseille, On les salue, nos on les salue, confrères. on les Ouais, on salue. les salue, hein. Nos confrères du Football Club de Marseille, il m'avait demandé, ah, tiens, qu'est-ce que tu penses, etc. Murillo, bah, voilà, moi j'avais dit, Murillo, moi ce que je vois en sélection, parfait, impeccable, tu vois, très offensif, etc. Et donc là, Cornelius, c'est exactement pareil. Alors il a un parcours vraiment très atypique. Voilà, je ne sais pas s'il y avait urgence de le recruter parce qu'il y avait beaucoup de clubs dessus. Mhm. Mais voilà, c'est vraiment impeccable pour ce que j'en ai vu à la Copa América. Pour moi, c'est très bien. Voilà, c'est très, très bien Co- co- dans l'effectif de De Zerbi. Comment tu pourrais nous le décrire assez rapidement et pendant ce temps, je vais mettre notamment des petites stats, notamment sur sa Copa América, puisqu'il donc, il a joué 6 matchs. Alors, c'est 6 matchs, donc c'est pas énorme, mais ça permet d'avoir notamment des stats en fonction aussi des autres défenseurs centraux qui ont joué cette Copa América. On voit que notamment sur les parties défensives, il a quand même de plutôt bonnes stats, hein, tout ce qui est tir bloqué, dégagement, etc. Il est vraiment sur des bonnes stats. Au niveau, Voilà. au niveau, au Pardon, niveau. je te coupe Vas-y, vas-y. parce que ces stats-là, elles sont vraiment très importantes et c'est quelque chose qu'il faut bien préciser. Euh, voilà, le Canada à la Copa América, c'est quand même assez différent dans le style proposé que ce que va, Oui, ce que va j'imagine, oui. proposer l'Ouest Oui, de oui, oui, Serbie. oui. Voilà. Non, mais je veux dire, c'est dans le sens où il a été quand même défensivement très, très solide, très, très important. Le Canada a quand même pris très peu de buts à la Copa América. Il Ils est, en ti- il prennent est que. titulaire et discutable avec le Canada, Ah, il hein. a fait là sur la Copa América, ouais, avec Bombito, ça bougeait pas. D'accord. Voilà. Bombito s'est fait, il joue pas le dernier match de groupe parce qu'il est suspendu, mais Cornelius, oui. Donc voilà, c'est une équipe qui a entre guillemets subi et c'est normal par rapport à la qualité des adversaires. Jeu de Mais contre, j'imagine, c'est ça? voilà, Voilà. et ils ont pris quand même très peu de buts et il a été quand même très imposant physiquement dans les tirs bloqués, les dégagements. Tu vois, il a pris beaucoup de ballons de la tête et il a gagné beaucoup de duels. Donc voilà, c'est un joueur qui physiquement a été très très solide derrière et c'est une des raisons pour lesquelles le Canada a pris très peu de buts. Ouais. Donc voilà. Est-ce que tu penses que c'est cette bonne Copa América qui a poussé l'OM à accélérer sur le dossier? Ouais, forcément, ouais, je pense. Ouais. Ouais,
Bah, tu sais, les compétitions continentales, ça te permet de mettre un petit peu plus en lumière le joueur. Donc voilà, un joueur qui flambe dans une compétition continentale, qui est pas soit trop vieux, soit trop jeune, parce que ça peut arriver tu as 17 ans, il s'enflamme, il prend feu sur une compétition et derrière il part en vrille parce qu'il sait pas gérer, ça peut arriver. Ou un joueur trop vieux qui est sur son, tu vois, style Rames en Colombie, Hmm. qui est sur sa dernière, quasiment sa dernière danse, hein, pour reprendre la série Netflix. Ça vaut pas le coup de le prendre, mais là il arrive, il est sur une pente ascendante. Euh, ouais, je pense que sa copa a aidé. Et juste pour revenir sur les stats, Vas-y. pardon, Bien Thomas, sûr, vas-y, vas-y. tu vois, ça veut dire que, tu vois, là où je dis que c'est important, c'est qu'il a été très en lumière sur ce genre de stats et c'était beaucoup plus compliqué. Je pense, alors en passe courte, tu vois, il arrivait à sortir des ballons proprement, mais dans le jeu long, par exemple, c'est pas une qualité qu'on a pu voir forcément parce que quand il récupère le ballon, bah, il dégage ou il envoie un long ballon sur un attaquant qui est assez isolé. Donc, tu as beaucoup plus de risques de perte de balle que ce qu'il pourrait avoir avec l'OM de Zerbi, où là, tu pourrais peut-être voir, parce qu'il a l'air d'avoir un bon pied gauche, hein, Mhm. tu pourrais voir où il écarte le jeu, il fait des transversales un petit peu plus précises sur des joueurs libres. Ça, je pense que c'est une qualité que tu pourrais peut-être voir et que tu n'as pas forcément vu à la Copa, mais tu l'as deviné, mais En tout cas, tu l'entreperçois. Tu l'entreaperçois. tu dis que ouais, sur un joueur, au lieu d'envoyer un long ballon sur un joueur isolé en attaque et démerde-toi avec le ballon, bah, tu te dis, ah ouais, voilà, il a quand même l'air d'avoir un jeu voilà, où si c'est sur un joueur libre, ça peut être beaucoup plus intéressant parce que tu as une forte présence offensive. D'accord. Là, je vous mets à l'écran notamment un thread que nous a fait Mathis Segueto, qui est un analyste vidéo. Je sais pas si tu connais sur Twitter, mais qui fait pas mal d'analyses vidéo. Donc voilà, je vous mets ça à l'écran pendant que l'on discute avec Pierre. Je voulais te demander justement, et tu me fais une excellente transition par rapport à ce que tu disais, notamment par rapport à son jeu de passe. Euh, Est-ce que tu l'imagines vraiment bien s'intégrer au style de jeu de Zerbi? Pourquoi je te pose la question? Parce que c'est vrai que on avait par exemple un gars comme Samuel Gigot. Voilà, effectivement, Samuel Gigot, bon défenseur de Ligue 1. On va pas dire que c'est un mauvais défenseur aujourd'hui, hein. C'est un défenseur qui a fait le taf, mais qui a montré certaines limites. Véritablement, est-ce que c'est une vraie plus-value, toi, tu penses, par rapport à Samuel Gigot, par rapport au site de jeu de Zerbi, déjà dans l'utilisation du ballon? De ce que l'on voit, je pense que oui, mais tu vas me confirmer. Mais après, moi, ce que j'aime bien quand même chez un défenseur, c'est quand même sa qualité à bien défendre. Donc, est-ce que, selon toi, Cornelius, c'est un gars quand même solide défensivement? Et est-ce que même tu peux l'imaginer, pourquoi pas, aller un peu titiller la place de Lilian Brassier, qui semble être le titulaire, en tout cas en début de saison? Est-ce que tu penses qu'il peut inverser la tendance en cours de saison? Ouais, alors l'imaginer, ouais, je trouve il a un petit peu plus. Alors, on va pas non plus fracasser Samuel Gigot, mais je trouve qu'il a un petit peu plus de qualité dans l'anticipation, la lecture du jeu, même la présence physique. Voilà, par rapport à Gigot, je trouve il prend beaucoup plus de ballons de la tête, il intercepte beaucoup plus facilement des passes où il intervient beaucoup plus de manière enfin, beaucoup plus présente hein, sur l'homme. Il défend, c'est un défenseur très dur sur l'homme. Attention, c'est pas un boucher, hein, mais voilà, il défend, il a une présence sur l'homme que je trouve bien meilleure que celle de Gigot. D'accord, quand même. Donc ouais, pour moi, tu as une plus-value par rapport à Samuel Gigot dans ce secteur-là. Voilà, après, il a pris 2 jaunes hein, sur la Copa América. Il fait des fautes aussi. Il peut, des fois, il peut y aller Il peut et y un aller, petit peu oui, bien trop sûr. durement. Ouais. Oui. Tu sais, c'est un peu un stopper. À Tu vois, boum, l'ancienne. il peut y aller. Ouais, un peu, voilà. Brassier d'ailleurs a un peu le même défaut, hein, qui est un peu mis en avant, c'est-à-dire que c'est un gars qui a tendance à prendre beaucoup de cartons jaunes, mais était aussi dans son style et pas un poète. Donc peut-être que Cornelius, effectivement, on risque d'avoir des suspendus. Donc Cornelius, je pense, va avoir aussi sa chance hein, par rapport à ça. Bah ouais, c'est pour ça que moi, franchement, je suis pas. Alors, aller le titiller et en faire un titulaire, bah, pourquoi pas, mais j'ai du mal à l'imaginer à l'instant T. Ouais. Mais c'est pour moi là, c'est surtout dans les pieds de Brassier en fait. Si Brassier arrive à passer le cap et à passer de Brest à l'OM, tout simplement dans ce que ça veut dire
comme préparation, comme force mentale, intégrée, s'il arrive à vraiment hausser son niveau, pour moi, Brassier, il sera intouchable et il peut devenir vraiment, vraiment très fort. Donc voilà, Cornelius, il peut faire le taf en doublure derrière. Il peut vraiment, tu vois, nous rassurer, entre guillemets. On ne sera pas dans se dire, oh, Brassier suspendu, oh, comment on va On est faire? obligé de mettre Ouais, Cornelis. ouais, tu vois, enfin Ouais, voilà, ouais, ouais, ok. normalement, enfin, tu vois, on va pas en arriver là. Donc pour moi, il y a vraiment une plus-value dans ce secteur. Après, il a aussi, et ça tu le vois, et dans le compte que tu as cité sur Twitter de Mathias, c'est ça, Mathias Sanguetto, hein, c'est Mathis ça? Seguetto, ouais. D'ailleurs, Mathis Seguetto. je montre une image, je te coupe 2 secondes, je montre une image en fait où justement le Canada, donc c'est vrai que je t'avoue, j'ai pas trop suivi le Canada à la Copa América, tu m'excuseras, Ah, mais pourtant, c'était une des équipes les c'était, plus ouais, intéressantes. Ouais, c'est ouais. vrai. Mais de ce que nous dit Mathis, c'est que justement, il y a un aspect qui est aussi intéressant, c'est que il a une aptitude évidemment à se positionner côté gauche pendant les phases de construction. Et on a vu, notamment dans les premiers matchs amicaux de Roberto De Zerbi, c'est que en phase de possession, on est sur un 3-2-4-1. Donc du coup, c'est vrai que ce côté défenseur axe gauche qui peut monter, il sait le faire parce qu'il le fait en sélection. Donc voilà, ça c'est quelque chose aussi ça va lui permettre, je pense, de gagner du temps dans l'acclimatation et dans le style de jeu de Zerbi. Voilà, exactement, ouais, c'est ce que j'allais dire justement. Alors, tu l'as pas vu beaucoup parce que c'est pas, tu vois, vraiment le Canada, ils ont quand même pas, enfin, c'est pas une équipe ultra offensive, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. T'étais pas dans une équipe de Zerbi où tu vas chercher la possession, etc. Euh, mais ouais, tu l'as effectivement vu où il se place, il est gaucher, donc il avait certains aspects effectivement où il se mettait axe gauche comme s'il était axe gauche dans une défense à 3. Ouais. Et, euh, et c'est pour ça que ça peut le faire en fait. Effectivement, il va comprendre vite et, euh, et il va avoir ces réflexes-là. J'ai du mal à l'imaginer latéral gauche et s'intégrer dans le milieu à deux. Oui, ça Pour paraît plus, moi, par rapport, ça paraît plus ça paraît compliqué. plus compliqué. Ouais. Mais enfin, tu vois, il peut être un peu comme, pour le coup, comme Kolasinac. Si en fin de match, faut fermer le rideau et dans une défense à 4 à gauche, il peut le faire. D'accord, d'accord. Voilà. Mais uniquement vraiment dans cette config-là. Tu vois, mais voilà, il peut pas, enfin, c'est pas un latéral, il va pas être dans la construction comme ce que fait De Zerbi avec Merlin. Voilà, j'ai du mal à l'imaginer quand même cette position-là et dans ce style-là. Exactement dans le même rôle que Brassier, hein, dans la Dans la construction. construction, oui. Ouais, à 3 à gauche, et effectivement, je cours, il sait le faire. Voilà, Gelon, je me suis dit qu'il peut le faire aussi, tu vois, ça, mais voilà, c'est pour ça que pour moi, franchement, à ce tarif-là, une bonne doublure, pas d'extra communautaire parce qu'il a un passeport C'est ce jamaïcain. que j'allais dire. Il a un passeport jamaïcain parce qu'on voit, Voilà. on voit qu'il est canadien. Je montre une fiche à l'écran. Il est canadien, mais je crois que sa mère est jamaïcaine, si je dis pas de bêtises. Donc il a un passeport jamaïcain. Moi, je voulais juste aussi te poser une petite question. Bon, la Ligue 1, tu le sais, c'est un championnat où il y a en face beaucoup d'attaquants rapides. C'est un championnat de transition, hein. C'est quoi ça a quand même un beau gabarit, je crois qu'il fait 1m88, on le voit sur cette fiche. Mhm. C'est quoi C'est un Folland. C'est un. Où il est capable d'accélérer. Comment il est à ce niveau-là? Ouais, bah après, un peu comme les grands défenseurs, entre guillemets, hein. Il est quasiment à 88. Alors, il n'est pas lent. Tu vois, vraiment, il est pas très lent, mais c'est sûr que là où ça pourrait être compliqué, c'est sur des petits formats, en fait. Tu vois, je pense, par exemple, sur un profil comme. Alors, tu vas me dire, c'est pas le seul à avoir du mal, mais un profil comme Barcola, par exemple, ou Oui. Dembélé, des petits profils très vifs, je pense il pourrait avoir du mal. Vraiment sur même, tu vois, avec Edon Zegrova, par exemple, des joueurs très, très vifs, très techniques, etc., sur des petits espaces. Il va se retrouver face à eux, hein, à un moment donné, quand même, hein. Bah, c'est pour ça que ça pourrait, enfin, tu vois, si par la vivacité, en fait, il pourrait se faire un petit peu prendre Hmm. pour le temps de se retourner, etc., ça pourrait être compliqué, mais voilà, après, c'est pas un Folland et ce sera pas le seul à être en difficulté contre ce genre de profil non plus, tu vois, c'est très difficile hein, de défendre sur ce genre de joueur, donc
voilà, là où effectivement je trouve qu'il a un petit peu de mal, c'est se retourner et tu vois, enfin, voilà, un petit peu la vivacité. Oui, parce qu'il faut, il Mais faut, il faut dresser un voilà. portrait du joueur, voilà, honnête, hein. C'est vrai que on l'a dit, ses qualités, voilà. Donc, je pense qu'il a une capacité à s'adapter au jeu de Zerbi offensivement. Mais c'est vrai que défensivement, voilà, on peut se poser quand même deux, trois questions. Là, moi, tu vois, tu vas me dire ce que tu en penses. Je pense que tu connais les joueurs, évidemment. Euh, dans l'idée, il me fait penser un peu à un joueur qui est passé par l'Olympique de Marseille, mais qui est resté qu'un an sous Sampaoli, c'est Luan Pérez. Et je trouvais que moi, Luan Pérez, alors, beaucoup l'aimaient. Moi, je trouvais qu'il avait énormément de mal défensivement et qu'il prenait le bouillon très très souvent face à des mecs très très rapides face à lui. Donc, c'est vrai que moi, j'ai tendance un petit peu à faire ce comparatif avec un gars comme Luan Pérez, où on a vu qu'en Ligue 1, défensivement, ça a été dur pour lui. Et d'ailleurs, il n'est pas resté très longtemps, il est resté une saison, hein. Il est reparti avec Sampaoli. Voilà. Bon, après, c'est vrai qu'une fois qu'on a dit ça, c'est un joueur aussi d'expérience maintenant, à 26 ans. Donc il arrive petit à petit à son prime, hein, comme on dit. Voilà, le transfert est à 4,5 millions d'euros. Sa valeur de marchand est à peu près aux alentours de 3 millions d'euros. Donc pour toi, on reste quand même sur un bon coup, on va dire. Ouais, ouais, c'est un bon coup. Et après, ta comparaison avec Luan Pérez, ouais, il y a une différence quand même. Enfin, moi, je le trouve vraiment plus costaud et un petit peu plus vite. Ouais, Tu quand vois, même. Il est plus rapide que Luan Perez. ouais, Ok. ouais, pour moi, c'est vraiment là où effectivement ça sera très difficile. C'est ça, tu vois, si tu es un joueur bah, vivace, qui arrive lancé, il peut, en contre un, ça peut être difficile, ou même si tu vois, tu as un joueur un peu bah, comme Barcola qui reçoit le ballon, il peut l'éliminer, tu vois, par le dribble, Hmm. une petite feinte, etc. Ça peut être compliqué. Après, des ballons un peu dans le dos, et il a la vitesse, hein. Il a la vitesse pour courir, pour intervenir. Tu vois, il peut le faire. C'est pas, tu vois, il a pas une charrette, quoi. Ouais. T'es pas sur, t'es pas sur. Alors, enfin, en plus, j'ai pas envie de critiquer, j'ai pas envie de balancer un On nom, va, on mais va, on va- tu comprends voilà. tu comprends l'idée, quoi. Tu vois, On comprend l'idée. voilà, On tu vois comprend l'idée. tu Exactement. vois ce que je veux dire. Tu vois, il est sur un ballon dans le dos, il peut y aller, intervenir, tacler, etc. Donc c'est pas, tu vois, c'est pas vraiment dans ce genre-là et ça peut être juste vraiment difficile sur des profils très vifs, très Très vif, techniques. ouais. Tu Ok. vois, il peut se faire avoir par des feintes. Un joueur qui arrive lancé, tu vois, qui l'élimine un petit peu, tu vois, il peut faire faute ou il peut concéder un coup franc dangereux ou il peut se faire éliminer. Voilà, ça c'est vrai aussi. Enfin voilà, on va pas dire qu'on a recruté Beckenbauer. Non, Voilà, ce non, serait pas vrai, voilà. On mais va, on va pas voilà, mentir, on va pas mentir aux gens. on va pas mentir aux gens. Euh, je- Mais c'est pas, tu vois, c'est pas non plus un joueur tu vois, je suis pas inquiet sur le fait qu'on se prenne un bouillon et que ça passe, que ce soit des Ça va, courants d'air ça, dans son dos, ça va pas être, etc. ça va pas être un Ça, je point pense faible, hein. pas. Voilà, on Non. part du principe, ça va pas être un point faible. Je montre aussi une petite fiche d'un compte Football Tactics que j'ai vu tout à l'heure et qui montre aussi certains points intéressants et qui dit notamment qu'il est très efficace offensivement, notamment sur les coups de pied arrêtés. Il a un bon jeu de tête, Ouais, Cornelius ouais, Vivas. il prend beaucoup de ballons de la tête défensivement et il peut en prendre aussi offensivement. Alors ça, tu parlais de Gigot tout à l'heure. Bah, il peut t'apporter quelques buts comme Gigot le faisait Et comme euh, Mbemba aussi nous l'a et beaucoup quand même apporté. Mbemba, ouais. Bon, après, je pense Ouais, qu'il est moins buteur qu'Mbemba, à mon avis, quand même. ouais, et puis il ne mettra pas les buts, tu Contre vois, celui l'Atalanta, qu'on par a. exemple. Ouais. Ouais, voilà, celui qui nous a fait nous lever au stade ou sur notre canapé contre l'Atalanta. Ah, j'ai un peu plus de mal à Un peu l'imaginer. plus de mal à imaginer. Ok. Bon, en tout cas, voilà, je pense qu'on a fait un tour assez complet du joueur. En tout cas, on a hâte, évidemment, de le voir. On va juste finir la vidéo parce que c'est quand même assez étonnant. On a deux Canadiens qui sont à l'Olympique de Marseille. Et je t'ai demandé avant la vidéo, tu m'as dit qu'il n'y avait pas de souci. Qu'est-ce que tu penses du coup de l'arrivée d'Ismaël Koné, qui est un joueur pour le coup qu'on ne connaît aussi pas du tout, hein, même s'il y a une hype un petit peu autour de lui. Il a joué au Championship du côté de Watford. Il était aussi à la Copa América où il n'avait pas forcément, je crois, un rôle de titulaire tout le temps, il me semble, hein. Bah, il a commencé titulaire, après il est sorti et il est revenu en fin de compétition. Déjà, comment tu jugerais, toi, la compète d'Ismaël Koné sur sa Copa América? Bah, un peu courant alternatif. Tu vois, il a vraiment fait un très très mauvais match contre le Pérou. Il se fait sortir à la mi-temps. Ouais. Euh, ouais, d'ailleurs, ce match-là, le Canada s'en sort plutôt bien, mais voilà, et il revient très bien, hein. La fin de compétition d'Ismaël Koné, elle est vraiment bonne, elle est vraiment bonne, elle est vraiment très intéressante.
Voilà. Et ouais, du coup, tu veux Oui, que. et du coup, en fait, comment tu l'imagines, toi, par rapport au schéma de Roberto De Zerbi? Est-ce que tu l'imagines vraiment arriver en tant que titulaire? Ou est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'il y ait peut-être aussi un peu de concurrence autour de lui, le mettre titulaire tout de suite? Est-ce que c'est pas un peu dangereux par rapport à son profil? C'est quand même un jeune joueur à travailler, à polir. Comment toi tu vois la chose par rapport à lui? Bah, je te dirais un peu les deux, hein. Alors, il lui faut de la concurrence, mais je l'imagine plutôt comme titulaire. Là où je l'ai trouvé très intéressant, et c'est pour ça, encore une fois, tu vois, c'est difficile de comparer ce qu'on a vu avec la sélection et ce qu'il va faire avec l'OM. Mais vraiment, moi, je l'ai trouvé très intéressant, les rares séquences où le Canada avait le ballon et tu vois qu'il percute. Vraiment. Il est en capacité. Il est en capacité de Ouais. percuter, ouais. Alors, pour le coup, tu vois, moi, il y avait quelque chose, je sais pas si tu as aussi fait attention, mais à la fin, je faisais une fixette sur Pape Gay. C'est que quasiment toutes ses prises de balles, c'était vers son but, quoi. Tu vois, et C'est son il gros problème. regardait. C'était son gros problème, Ouais, en et fait. tu vois, il avait un peu de mal à se. À se Tu vois, retourner. il prenait toujours le ballon, Mm. il regardait vers son but, tu sais, il faisait la fin du. Tu C'est ça. sais, un peu regard comme ça, et puis éventuellement, il se retournait. Ça, par exemple, avec Koné, et c'est ce que j'attends beaucoup plus de lui, c'est qu'il y va, quoi. Enfin, tu vois, il est bien percuté balle au pied, et Dans, avec un joueur dans le 3-2-4-1 en phase offensive, on est d'accord que dans les Koné, deux du milieu. il- tu- ben, en fait, parce que dans le 3-2-4-1, tu as Merlin qui va intégrer le milieu et qui sera normalement associé à Højbjerg. Ah, mhm. Koné, on est d'accord qu'on le voit un petit peu plus haut, avec plus proche de Carboni qui va être Bah, le les numéro deux. 10. Ouais, les deux. En fait, il progresse beaucoup par la course. Il fait beaucoup de. Tiens, il aime bien porter le ballon, donc descendre assez bas. C'est pour ça que je te dirais les deux. Il va peut-être redescendre un petit peu au niveau de Merlin et de Hochberg. Et Et ouais, remonter. là, et remonter, C'est un tout box-to-box en simplement. fait. C'est un vrai box-to-box, Koné. Ouais, c'est un mot à la mode, mais ouais, après, il marque pas non plus. Tu vois, il marque pas enfin, énormément. Ouais. Tu vas pas le retrouver. Enfin, tu vois, il va pas te faire une course progressive, une deux et se retrouver à marquer au point de pénalty. Non, mais par contre, il peut porter le ballon, il peut te faire des passes intéressantes, il peut combiner, pourquoi pas, et servir Carboni qui, lui, euh, il peut être aussi beaucoup plus dangereux offensivement. Ouais. Mais voilà, Koné par les courses, moi je l'ai trouvé très intéressant et sur des séquences, effectivement, tu le vois et il prend la balle et il la remonte en fait tout simplement et proprement. Tu vois, il se défait un petit peu du pressing, il passe physiquement, il s'impose et il remonte le ballon. Tu vois, et ça c'est quelque chose qui peut bien matcher. Un petit peu. Voilà, après, c'est vrai qu'il a l'air de demander ça à Unai, par exemple, et tu le vois, Unai en position de frappe. Ah, Souvent, c'est alors, compliqué, hein. ouais, c'est compliqué qu'Unai en position de frappe, hein. D'ailleurs, on l'a vu la semaine dernière où il croque Ah, il croque comme c'est pas permis. sur le but de Greenwood. Mais voilà, là, il pourrait éventuellement, pourquoi pas, hein, c'est quelque chose qu'il peut lui demander. Là, en tout cas, avec la sélection, je ne l'ai pas vu, hein. Mais voilà, où il se Mais retrouve vraiment on peut dans la surface. l'imaginer être dans les 30 derniers mètres très facilement et avoir Ouais. des occasions, des effets de frappe, etc. Ok, bah écoute, Ouais, des frappes plus, j'imagine plus dans les 30 derniers mètres et chercher une passe chercher une D, passe, ouais, ouais, d'accord. tu vois, sur Greenwood, sur Carboni, sur le 9, ou même sur Mumbagna si on ne recrute pas de 9 tout de suite. Mais ouais, on peut l'imaginer On comme peut ça et l'imaginer. je l'ai trouvé intéressant comme ça, ouais. Bah écoute, Après, après c'est un jeune joueur, oui, c'est voilà, voilà, il faut qu'il progresse. C'est ce qu'on disait hier, c'est-à-dire que on est sur quand même, on est sur un pari, hein, on va pas se mentir, hein, le Koné. C'est un joueur oui, qui oui. va avoir besoin d'adaptation, qui a besoin de temps. Bon, on sait que le temps à l'OM, c'est très précieux, il n'a pas beaucoup. Ouais, mais voilà, après, il y a du monde, hein, il y a du monde à ce poste-là. Tu vois, voilà, et je pense que si on vend Kondogbia, Verretou, voire Unai, il Voir y aura Unai. forcément quelqu'un. Ouais, il y aura forcément quelqu'un qui viendra au milieu aussi, donc t'auras du monde. Enfin, Ok. voilà, tu auras du monde. Bah écoute, en tout cas, Pierre, merci beaucoup. J'ai mis à l'écran ton compte Twitter. N'hésitez pas à aller suivre Pierre parce que bon, voilà, au-delà du fait qu'il travaille pour le Canal Opposé, on l'a compris, tu regardes beaucoup aussi l'Olympique de Marseille. Ah, c'est une partie de ma vie, l'OM. Voilà, Voilà. même de l'autre côté de l'Atlantique, tu vois, ouais, ah oui, évidemment, l'OM. Et pour vous dire, il vient souvent nous voir en live, on le voit souvent commenter dans le chat. Donc c'est pour ça que je voulais le faire venir parce que je sais qu'il connaissait bien Cornelius et aussi donc Ismaël connaît. Donc voilà, en tout cas, Pierre,
Merci beaucoup d'être venu. Merci pour d'avoir accepté Merci à l'invitation. toi. Et Voilà, puis, merci à toi. de toute façon, on se dit à une prochaine, hein. Dès que tu veux, dès que tu es dispo. Alors, il y a le décalage horaire, évidemment, mais dès qu'il y a une possibilité, tu fais un live avec nous. Ou s'il y a une prochaine présentation d'un joueur potentiellement qui pourrait venir d'Amérique du Sud, on verra, hein, pourquoi pas, hein. On va voir ce qui va sortir parce qu'à mon avis, on va avoir un ou deux sous-marins encore, notamment sur le poste d'ailier gauche. Je pense qu'il y a une surprise qui va arriver, un gars qu'on ne connaît pas, donc on verra ce qui sort. Donc voilà, bon, en tout cas, Pierre, merci beaucoup, encore une fois. Et puis on Merci dit, à toi, hein. et puis on dit tout simplement les l'OM. Bah, bien sûr, allez l'OM, évidemment, allez l'OM. Allez, ciao tout le monde.